Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Je sais pas pour vous, mais il y a des pays où, de toute évidence, ça brasse pas mal. Puis j'ai comme l'impression que pour les initiés, c'est peut-être clair ce qui se passe au Venezuela, mais pour quelqu'un qui écoute les nouvelles puis qui connaît pas bien les politiques latino-américaines, qui sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans chacun des pays, c'est un peu à perdre son latin, c'est le cas de dire. Oh. Mais la vérité, c'est que ça sent comme M. Maduro là, qui semble vouloir s'imposer, le parti d'opposition qui demande l'intervention de l'armée. On dirait que ça va exploser bientôt. On en parle avec l'ancien ambassadeur du Canada au Venezuela, M. Ben Roswell. Bonjour, M. Roswell. Bonjour, comment ça va? Bien, ça va bien, mais honnêtement, quand on regarde, parfois, on se sent impuissant devant des nouvelles internationales. Et ici, j'aurais aimé qu'on puisse passer au travers de tout ça. Pour une personne qui ne connaît rien à la réalité politique du Venezuela, il y a eu longtemps de la politique très à gauche avec Chavez. Là, M. Maduro arrive. Et comment expliquer qu'il s'impose à ce point-là au pouvoir? Bien, je pense que c'est pas vraiment une question de gauche ni de droite, c'est une question d'un écart très large entre le gouvernement et la population. La population du Venezuela veut le départ du gouvernement Maduro, mais ils n'ont pas les moyens de l'effectuer parce que ce n'est plus une démocratie. Ils ont des élections, mais c'est des élections qui sont contrôlées par le gouvernement. C'était le cas en 2018. Et c'était le cas encore une fois la semaine dernière. Le président Maduro passe par le drame d'avoir des élections parce qu'il pense qu'il va pouvoir contrôler le récit et de prolonger son temps au pouvoir avec au moins l'apparence de la légitimité. Mais cette fois-ci, l'opposition a pu démontrer qu'il a perdu des élections de façon assez incontournable. C'est assez qu'il ne devrait pas rester au pouvoir. Mais ce n'est pas un leader démocratique. Il essaie de rester en place et d'utiliser la force contre sa population. Donc, M. Roswell, cette réalité donc d'un homme qui cherche à contrôler, à donner une impression de démocratie, mais qui n'en est pas une vraiment, ça se dépose, tout ça, dans quel contexte historique du Venezuela? Quel est l'historique du contrôle étranger, d'ailleurs, sur le Venezuela? Je pense pas qu'il y ait une question de contrôle étranger. C'est un pays qui était le plus riche dans toutes les Amériques, l'Amérique latine du moins, pendant la grande majorité du 20e siècle, mais qui dépendait beaucoup sur le pétrole. Mm-hmm. 75% du revenu. Mm-hmm. Il consistait traditionnellement du pétrole. Et lorsqu'il y a des hauts et des bas dans le prix du pétrole, comme il y a eu dans les décennies, ça veut dire que le Venezuela passait d'un état d'une extrême richesse à une extrême pauvreté. Extrême richesse, extrême pauvreté. C'est un problème de dépendance sur une ressource naturelle qui est vendue à un prix qui varie beaucoup. Et donc, depuis la première crise du pétrole a eu lieu au début des années 70, c'est là que ça s'est mis à vaciller du côté du Venezuela. Ça fait quand même 50 ans. Oui. Ça, c'était une crise pour nous parce qu'on achetait le pétrole, mais c'était l'âge d'or pour le Venezuela parce que là, ils avaient énormément d'argent. La crise pour eux, c'était 82, lorsque le prix du pétrole a tombé à $9 le baril. Et c'est à ce point-là qu'il y a eu des problèmes sérieux économiques, sociaux dans la population. On comprend parce qu'ils ont perdu la grande majorité de leur population. Et dans les ressentiments qui sont sortis, Chavez est venu sur la scène politique en disant on va tout changer ça et c'était très attirant pour la grande majorité des Vénézuéliens. Mais dans le même temps qu'il a essayé de tout changer, il a miné les bases démocratiques du pays. Et lorsqu'il est mort en 2013, son successeur Nicolás Maduro a maintenu le pouvoir. Il y a eu une autre chute dans le prix du pétrole en 2014. Et à ce point-là, les Vénézuéliens ont commencé à manquer toutes les nécessités de la vie. Et, il n'y avait pas de nourriture dans les épiceries, il n'y avait pas de médicaments dans les pharmacies, les hôpitaux étaient vides. C'était vraiment un désastre économique. Et à ce point-là,
la grande majorité du Vénézuélien ont blâmé le gouvernement. Ils ont dit c'est fini, on ne veut plus rien savoir de Nicolas Maduro, on veut changer le gouvernement. Mais à ce point-là, le gouvernement Maduro a décidé de rester en pouvoir. On est en quelle année? On est en 2015, là? Là, on est en 2015-2016. Il a suspendu la Constitution en 2017. Il a décidé de créer toute une autre partie du gouvernement qui s'appelait l'Assemblée constituante, qui était au-dessous de tout. Et il a utilisé ça pour contrôler les élections en 2018. Alors, il a réussi à rester au pouvoir pendant très, très longtemps en dépit de la manque d'appui de sa population. Mm-hmm. Et est-ce qu'il a quand même, parfois, un dictateur peut quand même avoir une vision, parce que je pense que ça se rapproche de la dictature ici, là, ça peut quand même avoir une vision économique de développement. Est-ce que ça a fonctionné ou pas du tout? Il a une vision. Il est d'extrême gauche. Alors, c'est une vision de guerre entre les classes. Alors, c'est les pauvres, surtout dans les bidonvilles, qui devraient être au centre du projet Maduro. Mais après toutes ces années, même les pauvres dans les bidonvilles sont contre Maduro parce que il n'a pas livré les biens. Il a aussi haussé la violence étatique contre les citoyens. Il y a des problèmes énormes de crimes aussi. Alors, il a perdu la classe moyenne il y a très longtemps et depuis la dernière élection, il paraît qu'il a aussi perdu l'appui des pauvres dans le pays aussi. Adam Roswell, vous étiez ambassadeur du Canada justement donc à ce moment-là, 2014 à 2017, au moment où Maduro installait ces nouveaux principes. Sur place, est-ce que la démocratie était étouffée? Parce que comme vous avez raison, de toute évidence, on ne parle pas d'une opposition gauche-droite. C'est de la gauche un peu communiste, de la gauche un peu dictatoriale, mais ce n'est pas du tout la même situation que dans d'autres États latino-américains où la droite prend les commandes. Oui, l'opposition, maintenant, quand on parle de l'opposition, on parle d'une dizaine ou une douzaine de partis de toutes sortes de positions sur l'idéologie, de droite à gauche. Ce sont tous ceux qui veulent avoir des élections, qui veulent donner la voix au peuple. Ils s'organisent entre eux chaque fois qu'il y a une élection pour trouver un seul candidat en dépit de toutes leurs différences. Cette fois-ci, c'était Maria Corina Machado, qui elle-même est de droite, mais elle représente toute la gamme des partis qui veulent retourner le Venezuela à la démocratie. Maduro a dit qu'elle n'a pas le droit de se présenter comme candidat. Alors, elle a désigné une autre personne. Maduro a dit cette autre n'a pas le droit de se présenter contre moi non plus. Alors, elle a trouvé quelqu'un, un monsieur, homme, là. un ancien diplomate qui est très, très doux, il est très raisonnable, il a aucune ambition présidentielle. Il s'appelle Edmundo González. Maduro a enfin permis cet homme à se présenter comme candidat en disant qu'il ne pourrait jamais être une menace. Et c'est lui qui a gagné l'élection. C'est Edmundo González et il a gagné, je pense, 60 ou 65% des votes. Monsieur Roswell, donc moi, ce que vous me décrivez, c'est quand même très beau de voir que au niveau politique, au niveau démocratique, tous les partis s'entendent pour créer une alternative à quelqu'un qui s'impose, qui s'agrippe au pouvoir. C'est magnifique d'entendre ça. Ça ne fonctionne pas. On sait que cette alliance a gagné l'élection. Comment le sait-on? Et qu'est-ce que la communauté internationale devrait faire? OK. Mais une source d'optimisme dans une situation qui est assez difficile, c'est que les Vénézuéliens se tiennent énormément à la démocratie. C'est un peuple qui croit vraiment, peut-être même mieux, plus que nous, comme Canadiens, comme Québécois. Ils sont vraiment attachés à la démocratie. Alors, ils voulaient participer dans le vote quand même, dans des quantités incroyables. Et l'opposition a envoyé des bénévoles pour observer dans chaque poste de scrutin lorsqu'ils ont compté le vote. Ça se passe dans toutes les élections au monde. Et il y a des reçus qui sont imprimés par les machines de vote et ils ont pris une copie de ces reçus et ils l'ont collectionné, ils ont donné à des médias internationaux en disant vous-même vous pouvez faire la compte. Dans le 70 ou 80% des postes de scrutin, voici les résultats.
Alors, ils ont eu une observation internationale, mais pas de la façon traditionnelle. Vous avez raison. Vous avez raison de sourire. C'est vrai que c'est beau quand même, cette combativité-là. Alors, d'après vous, vers quoi on s'en va, là? Est-ce que Maduro va s'accrocher? Est-ce qu'il y a des pressions internationales qui vont arriver? Est-ce que je sais pas, moi, Anthony Blinken aux États-Unis, est-ce que chez nous, Mélanie Joly va faire des sorties, un soutien à la population qui s'est fait voler son vote? Là, je pense qu'il y a une montée de violence étatique contre l'opposition et contre les citoyens qui manifestent qui se manifestent dans les rues. Et c'est une position très, très dangereuse pour le peuple vénézuélien. C'est pas clair comment ils vont sortir parce que Maduro n'a jamais montré un intérêt à céder le pouvoir. Il va rester au dernier moment possible. Les Brésiliens, les Colombiens prennent la relève de la communauté internationale pour organiser une réponse des voisins du Venezuela. Il y a des pourparlers, des négociations entre le gouvernement, l'opposition et le Brésil et le Colombie. Je crois que le Canada devrait se joindre au Brésil et à la Colombie pour appuyer ces négociations, pour essayer de trouver une manière créative sans la violence et sans une réponse militaire. Là, lorsqu'il y a un recours à la violence ou l'armée, c'est la fin de la démocratie. Alors, le but, c'est la démocratie. Il faut écarter toute possibilité d'une action militaire. Il faut trouver des négociations. Ça va prendre énormément de temps. Alors, ma recommandation principale pour le Canada, c'est pour être utile, pour aider la démocratie au Venezuela, il faut ouvrir notre ambassade à Nouvelle pour accompagner les Vénézuéliens parce que ça va prendre des années et des années. C'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. OK. En terminant, vous demandez, d'après vous, est-ce que la diaspora vénézuélienne au Canada, au Québec, est d'une couleur politique particulière ou si, comme vous les décriviez, ils sont juste passionnés de démocratie et ils veulent juste être entendus quand vient le temps de voter? C'est le deuxième. Et il y a des Vénézuéliens de gauche, il y a des Vénézuéliens du centre et des Vénézuéliens de droite, mais ceux qui sont ici au Canada appuient par 95-99% le retour de la démocratie. C'est des gens qui croient vraiment dans les droits de la personne, qui croient vraiment dans la démocratie. Et ils veulent, la grande majorité d'entre eux veulent revenir au Venezuela. C'est un pays qui leur tient à cœur. Et ils veulent juste avoir les mêmes droits que nous avons ailleurs dans les Amériques, le droit de choisir son futur. Monsieur Roswell, juste en terminant, un petit extra. Anaïda Poilievre, l'épouse de Pierre Poilievre, est d'origine vénézuélienne. Oui, est-ce que c'est surprenant qu'elle ne s'implique, que Poilievre ne se manifeste pas? Si Mélanie Joly, si le gouvernement canadien se manifestait, est-ce qu'il pourrait y avoir une petite course partisane sur le soutien au Venezuela? Je ne vois pas des divisions entre les partis politiques au Canada. Tous appuient la démocratie au Venezuela. Je crois que Mme Poilievre a écrit un article dans les journaux lorsqu'elle a fait appel au même genre de choses que font le gouvernement du Canada déjà. Alors, c'est plutôt un terrain d'entente que d'autres choses. Monsieur Ben Roswell, ancien ambassadeur du Canada au Venezuela de 2014 à 2017, je vous remercie beaucoup d'avoir démêlé tout ça pour nous. Merci, bonne journée, au revoir.